La fine pluie qui tombait sur Lyon ce mardi matin semblait amplifier le malaise qui s'était déjà emparé de la ville ces derniers jours. Depuis la disparition d'Élise Carrière, tatoueuse réputée pour sa technique délicate et ses créations originales, mêlant motifs floraux et géométrie minimaliste, le quartier de la Croix-Rousse était devenu le théâtre de rumeurs, de regards suspicieux et de spéculations de plus en plus agressives. On en parlait dans les files d'attente des boulangeries, dans les cafés bondés et même au détour d'une conversation dans le métro. Chacun y allait de sa théorie, et presque tous désignaient le même coupable, son mari, Antoine. Élise a disparu un soir comme les autres, après son service au salon de tatouage qu'elle gérait depuis 5 ans. Elle est partie à 20h17, l'heure enregistrée par la caméra extérieure de l'immeuble. L'air serein, son sac noir contenant son matériel de dessin et une veste légère à la main. C'était le printemps, mais la ville semblait figée depuis lors. Les images la montrent marchant vers la rue principale et tournant au coin. Après cela, plus rien. La disparition a suscité encore plus d'attention lorsque la police, sous la pression des médias et de la famille, a intensifié ses investigations. Les soupçons se sont alors portés sur Antoine. Dans le quartier, il était connu comme un homme réservé, méthodique et quelque peu inflexible. Professeur de mathématiques dans un lycée public, il suivait une routine immuable et son comportement restait toujours le même. Ce silence constant, cette rigidité et cette posture très réservée ont contribué à ce que de nombreux voisins le considèrent comme étrange, bien qu'il n'ait jamais été témoin d'un quelconque comportement violent de sa part. Lors de la première conférence de presse, le porte-parole de la police fut direct. « Nous n'écartons aucune piste, y compris l'implication de proches du couple. » Cette simple phrase suffit à faire d'Antoine l'antagoniste idéal aux yeux du public. Le récit, trop simpliste, gagna immédiatement en popularité. Un mari froid, une femme artiste et libre d'esprit, une relation marquée par des différences évidentes, la recette parfaite pour un méchant façonné par les circonstances. Mais la réalité était bien plus complexe. En réalité, la relation entre Élise et Antoine fonctionnait à sa manière. Lui était méthodique, elle impulsive. Lui était calme, elle était animée d'une énergie créatrice presque chaotique. Malgré leurs différences, ils partageaient un respect mutuel et une routine bien établie durant leurs 8 années de mariage. Des disputes survenaient, comme dans tous les couples, mais rien qui justifiât le scénario que l'on imaginait désormais. Pourtant, la ville avait besoin d'une histoire, et Antoine semblait le personnage idéal pour endosser le rôle de l'antagoniste. Dans les jours qui suivirent sa disparition, il s'efforça de conserver un comportement rationnel, presque clinique. Il participa aux recherches, répondit aux questions et accepta d'être interrogé pendant des heures. Mais le moindre de ses gestes, même sa respiration, était scruté avec suspicion. S'il parlait peu, c'est qu'il cachait quelque chose. S'il parlait trop, c'est qu'il voulait manipuler. S'il ne pleurait pas, c'est qu'il était froid. S'il laissait transparaître une émotion, c'était de la comédie. Ce que peu de gens savaient, c'est qu'Antoine était de plus en plus épuisé. Il dormait mal, mangeait encore plus mal et avait constamment l'impression d'être observé. C'était comme si des yeux invisibles suivaient chacun de ses pas. Malgré tout, il continuait de se présenter quotidiennement au commissariat, fournissant des documents, vérifiant les horaires, répétant chaque détail de la nuit de la disparition de sa femme. Entre-temps, le studio de tatouage d'Élise devint une sorte de mémorial improvisé, mais aussi un foyer de tension. D'anciens clients collaient des messages d'espoir sur les vitres, tandis que des curieux se rassemblaient pour poser des questions et, parfois, répandre des insinuations sur Antoine. L'endroit semblait figé dans le temps, comme si son absence avait suspendu le souffle de la vie. Le mystère s'est insidieusement installé lorsque 3 jours après sa disparition, la police a retrouvé un petit carnet de croquis qu'Élise emportait toujours avec elle. Il se trouvait sous un pont à 2 kilomètres de l'atelier, partiellement mouillé par la pluie. Plus inquiétant encore, des pages avaient été arrachées, laissant des marques irrégulières.
Rien dans le carnet n'indiquait d'agression ou de lutte. Il n'y avait ni trace de sang, ni objet personnel à proximité. Ce n'était qu'un carnet. Mais son état et son emplacement soulevaient de nombreuses questions. Pourquoi était-il là? Avait-il été jeté? Était-il tombé? Qui avait arraché les pages? Pour Antoine, le carnet était le premier indice vraiment étrange, un élément qui ne collait pas au récit simple et commode que le quartier avait élaboré. Pour la police, ce n'était qu'une première piste sans issue. Pour l'opinion publique, c'était une nouvelle occasion d'échafauder des hypothèses sordides. Et ainsi, au milieu du silence, des suppositions et des peurs, un sentiment troublant se répandit à Lyon. Il y avait quelque chose de bien plus important derrière cette disparition. Quelque chose que personne n'osait encore affronter. Les recherches progressaient lentement, et avec elles, la tension montait à Lyon. Mais pour comprendre l'ampleur de l'angoisse qui étreignait la ville, il fallait observer de plus près le contexte dans lequel tout se déroulait. Croix-Rousse, avec ses rues étroites, ses ruelles escarpées et ses immeubles anciens, était un quartier qui avait conservé une grande partie de son histoire liée aux anciens canuts, les ouvriers de la soie. Des entrepôts transformés en lofts, des escaliers interminables et de petits ateliers dissimulés dans les ruelles adjacentes créaient une atmosphère vibrante. C'était un lieu où artistes côtoyaient familles traditionnelles, étudiants et étrangers fraîchement arrivés. Ce brassage culturel influençait le comportement des habitants, toujours attentifs à ce qui se passait autour d'eux. Élise était une figure emblématique du quartier. Le studio Ink Botanique se trouvait près de la place Berton, un lieu réputé pour ses cafés indépendants et ses librairies alternatives. Sa présence illuminait la rue, tant par son talent que par sa façon de traiter ses clients. Elle bavardait avec chacun, évoquait des souvenirs, offrait du thé au jasmin pendant qu'elle dessinait et avait pris l'habitude d'apporter des fleurs fraîches à la réception chaque matin. C'était devenu sa marque de fabrique. Pour les voisins, son absence était presque palpable. La porte close et les fenêtres obscures détonnaient dans le quartier. Les passants ralentissaient le pas, cherchant à apercevoir quelque chose à travers les vitres. Parfois, ils laissaient des lettres, d'autres fois de petites fleurs attachées par une ficelle. Un malaise général régnait. Chacun attendait des réponses, et leur absence laissait un vide pesant. Au cœur de ce malaise, des personnages secondaires commençaient à se faire remarquer. Marianne, l'assistante d'Élise au studio, était une jeune femme de 26 ans, aux cheveux courts, teints en bleu, et au regard toujours alerte. Elle travaillait avec Élise depuis 3 ans et l'admirait profondément. Depuis la disparition, elle était devenue l'une des voix les plus actives pour défendre son amie, et aussi l'une des plus méfiantes à l'égard d'Antoine. Bien qu'elle n'ait jamais rien remarqué d'anormal dans son comportement, Marianne sentait que quelque chose clochait. Elle insistait sur le fait qu'Élise s'était comportée étrangement durant les semaines précédant sa disparition, comme si elle était inquiète, mais elle évitait de donner des détails. Ce n'était qu'une impression, mais la jeune femme la répétait à la police à chaque occasion. Cette attitude a fini par renforcer l'image négative de son mari. Un autre personnage qui commença à prendre de l'importance était l'inspecteur Armand Delacour, chargé de l'enquête. Cet homme d'âge mûr et expérimenté était réputé pour sa méticulosité et son aversion pour les médias. Sa discrétion contrastait avec la pression constante des journalistes et l'impatience du public d'obtenir une réponse immédiate. C'était le genre de policier qui observait plus qu'il ne parlait, et quelque chose chez lui laissait penser qu'il percevait des nuances que les autres ignoraient. Delacour a passé des heures à examiner les relevés téléphoniques, les enregistrements des caméras de sécurité, les témoignages et les habitudes du quartier. Il ne se laissait pas influencer par les rumeurs et avait pour habitude de se rendre à plusieurs reprises sur les lieux de la disparition afin d'observer le comportement habituel des habitants. Sa sensibilité à l'environnement lui permettait de percevoir des détails subtils, comme le changement d'attitude des gens lorsqu'ils parlaient d'Élise, ou le silence hésitant qui s'installait lorsque le nom d'Antoine était mentionné. Pendant ce temps, Antoine lui-même tentait de survivre au chaos qui s'installait.
Il fréquentait moins ses lieux habituels, évitait le regard de ses voisins et passait plus de temps chez lui, presque toujours seul. Son appartement, jadis rangé de façon quasi obsessionnelle, montrait désormais des signes évidents de désordre, vaisselle entassée, piles de papier éparpillés et vêtements traînant dans le salon. L'absence d'Élise semblait l'avoir déstabilisée, comme si elle avait dissous toute structure dans sa routine. Dans le même temps, les médias français ont fait de la disparition un sujet à sensation. Les émissions de fin de soirée ont spéculé sur les mobiles possibles, exploré les tensions supposées au sein du couple et présenté des théories certes intrigantes, mais totalement dénuées de fondement. Les commentateurs ont évoqué toutes sortes de pistes, du crime passionnel à l'enlèvement lié au travail du tatoueur. Chaque épisode a accru la pression sur la police et sur Antoine. Mais parmi toutes ces voix, une silhouette se détachait, observant tout en silence. Lucien Morel, propriétaire d'une petite boutique d'antiquités à 3 rues de l'atelier d'Élise. Il n'était pas un ami proche, mais il la connaissait suffisamment pour comprendre que quelque chose n'allait pas bien avant que le reste du quartier ne s'en aperçoive. Il avait l'habitude de s'asseoir sur une chaise devant sa boutique et d'observer l'activité de la rue. Il semblait distrait, mais rien n'échappait à son regard expert. Lucien avait l'impression que, dans les semaines précédant sa disparition, Élise fréquentait davantage sa boutique, toujours à la recherche de quelque chose de précis, sans jamais le préciser. Lors de ses dernières visites, elle entrait, déambulait silencieusement, puis repartait rapidement, comme pour examiner un objet. Il n'en avait rien dit à la police. Il ignorait si cela avait une quelconque importance. Mais il avait le sentiment qu'il aurait dû y prêter davantage attention. Ainsi, au milieu de rues historiques, de personnages complexes et d'une ville entière divisée entre méfiance et tristesse, le monde entourant la disparition d'Élise gagnait en profondeur et soulevait encore plus de questions. Le 4e jour après la disparition d'Élise débuta par un changement notable dans le comportement de la ville. La curiosité initiale fit place à une angoisse collective, laquelle, à son tour, engendra des conclusions hâtives. Sous pression, la police intensifia ses recherches en périphérie de Lyon et élargit le champ de l'enquête, mais sans progrès significatif. Pourtant, l'inspecteur Armand de la Cour semblait plus inquiet que frustré. Quelque chose clochait, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Ce matin-là, il décida de retourner à l'atelier Encre botanique. La porte était toujours là comme les jours précédents, close, des notes accumulées et des fleurs fanées appuyées contre son socle. Marianne était à l'intérieur, en train de cataloguer le matériel et de tenter de remettre de l'ordre dans l'espace pour essayer de préserver la routine qu'elle partageait avec Élise. La jeune femme leva la tête en entendant le détective entrer, les yeux marqués par les nuits blanches. « Si vous avez trouvé quelque chose de nouveau, je n'en sais rien », murmura Marianne, en évitant de le regarder droit dans les yeux. « Mais il faut que je fasse quelque chose. Rester immobile me rend folle. » Delacour ne répondit pas immédiatement. Il observa les lieux comme s'il les voyait pour la première fois. Des tableaux au mur, le guéridon, des croquis épinglés sur des porte-documents, des fleurs séchées dans un vase transparent. Il y avait là une régularité, il en était certain. Il n'avait simplement pas encore trouvé laquelle. A-t-elle mentionné quelque chose d'étrange ces dernières semaines ? Insista le détective, sans changer de ton. Marianne prit une profonde inspiration, comme si cette question lui pesait de plus en plus chaque jour qui passait. J'ai déjà prévenu la police. Elle était différente, plus attentive aux autres, plus méfiante. Parfois, elle fixait la porte comme si elle attendait quelqu'un. D'autres fois, elle semblait fuir une pensée. Delacour observait l'assistante avec une attention accrue. Marianne parlait avec intensité, mais aussi avec une anxiété nerveuse qui pouvait n'être qu'une simple inquiétude ou quelque chose de plus profond. Pourtant, rien de concret ne se profilait. Pendant ce temps, Antoine, à l'autre bout de la ville, était convoqué pour un nouvel interrogatoire.
La presse l'accompagnait jusqu'à la porte du commissariat, immortalisant chaque expression du professeur. Il s'efforçait de garder son calme, mais la tension était palpable. Ses yeux cernés trahissaient des nuits de tourment, et ses mains tremblantes révélaient une angoisse grandissante. Lorsque Delacour arriva pour l'interroger, il trouva un homme au bord de l'effondrement. « On l'a déjà répété 10 fois ce soir », murmura Antoine d'une voix tremblante. « Je suis parti à 19h pour faire les courses. Je suis rentré à 19h45. Elle n'était toujours pas là, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. » « Êtes-vous sûr que votre femme n'a exprimé aucune inquiétude, même subtile ?» a insisté Delacour. La réponse vint après un silence pesant. « Non, mais... » Antoine hésita, chose rare chez quelqu'un d'aussi méthodique. « Elle semblait plus distraite ces dernières semaines, mais j'ai pensé que c'était simplement de la fatigue. » Le studio était plein, elle avait beaucoup de clients. Delacour comprit que la réponse était sincère, mais incomplète. Quelque chose l'intriguait. Marianne et Antoine avaient tous deux remarqué des changements chez Élise, mais aucun n'avait pu les décrire clairement. C'était comme s'ils avaient chacun aperçu des fragments différents d'un même signe avant-coureur. Au fil de l'enquête, un nouvel obstacle surgit, le premier qui bouleversa véritablement le récit que tout le quartier avait construit. Un vendeur ambulant affirma avoir aperçu Élise 3 jours plus tôt, marchant d'un pas rapide rue du Mail, jetant régulièrement des regards en arrière. Il n'en était pas certain, mais jurait avoir reconnu sa façon particulière de se recoiffer. La police consulta les caméras de surveillance avoisinantes, mais aucune image ne confirma ces dires. Ce témoignage amena néanmoins Delacour à envisager sérieusement la possibilité qu'Élise n'ait pas disparu sur son chemin habituel. Peut-être s'en était-elle délibérément écartée. Les médias, cependant, ont ignoré cette nouvelle piste. L'histoire du mari froid et calculateur était plus lucrative, et chaque article à sensation ne faisait que resserrer l'étau autour d'Antoine. Le conflit s'envenima lorsqu'un détail alarmant apparut. Les pages arrachées du carnet retrouvé sous le pont avaient été prélevées avec précision, comme si quelqu'un avait soigneusement sélectionné ce qu'il fallait emporter. Les pages restantes contenaient des dessins inachevés, des études de plantes, des fragments d'idées, rien qui laissait présager une menace. Mais Delacour commença à remarquer une subtile répétition, de petits symboles géométriques, presque dissimulés parmi les fleurs. Il photographia chaque page et l'envoya à l'analyse. Et puis un événement inattendu s'est produit. Lucien Morel, l'antiquaire discret qui observait la rue, s'adressa pour la première fois à la police. Il ne semblait ni nerveux ni hésitant. Son expression trahissait le poids d'un fardeau qu'il ne pouvait plus ignorer. Il expliqua avoir trouvé dans sa boutique un reçu au nom d'Élise, établi 2 semaines avant sa disparition. Jusque-là, il l'avait jugé sans importance. Mais à présent, en revoyant la date et en se rappelant la rapidité avec laquelle elle était partie ce jour-là, il se dit qu'il avait peut-être négligé un détail crucial. Delacour demanda des précisions et Lucien décrivit la scène. Élise entra, déambula parmi les meubles anciens et les boîtes d'objets et lui demanda presque à voix basse s'il avait reçu des nouvelles de la collection privée. Cela le prit au dépourvu. Il n'y avait pas de collection privée. Mais avant qu'il puisse répondre, elle partit rapidement, disant qu'elle reviendrait. Elle n'est pas revenue. Et ainsi, pour la première fois depuis le début, un véritable conflit est apparu, un conflit qui n'impliquait pas le mari, un conflit qui révélait quelque chose de caché, quelque chose qu'Élise recherchait, quelque chose que quelqu'un ne voulait pas voir découvert. La révélation inattendue de Lucien Morel a contraint l'inspecteur Armand Delacour à revoir entièrement sa stratégie. Jusqu'alors, l'enquête s'était concentrée sur les jours précédant la disparition, mais un élément nouveau surgissait, un indice du passé, laissant entendre qu'Élise cherchait quelque chose dont elle n'avait parlé à personne, pas même à Marianne ni à Antoine. Delacour retourna à la boutique d'antiquités en début d'après-midi. Petite, elle regorgeait d'objets qui semblaient receler des histoires oubliées. Horloges anciennes, cadres portant les marques du temps, livres aux annotations jaunies. Lucien l'accueillit avec son calme habituel.
mais une pointe d'inquiétude se lisait dans son regard. « À quel moment précis a-t-elle mentionné cette collection privée ?» demanda le détective. « 2 semaines avant sa disparition, » répondit Lucien. « Je pensais que c'était de la simple curiosité, mais maintenant je vois bien qu'il y avait quelque chose d'étrange. » Elle était nerveuse, regardant par la vitrine, comme si quelqu'un la suivait. Cette description corroborait d'autres observations. Élise arriva inquiète et méfiante, observant portes, fenêtres et passants. On aurait dit qu'elle s'attendait à ce que le passé vienne frapper à sa porte à tout moment. Delacour demanda à Lucien s'il avait la moindre idée de ce qu'elle pouvait bien rechercher. L'antiquaire hésita quelques secondes, comme s'il craignait de paraître fantaisiste. Elle feuilleta un vieux registre. Je ne sais pas si elle en a remarqué le contenu, mais c'était un catalogue d'objets vendus aux enchères il y a plus de 20 ans. Beaucoup appartenaient à des familles qui avaient tout perdu lors de déménagements soudains, de faillites ou de fuites. Le dernier mot resta en suspens, fuir. Delacour prenait des notes. Le passé d'Élise jusque-là semblait trop simple. Une enfance à Grenoble, des études d'art, un déménagement à Lyon à 23 ans, l'ouverture de son atelier, une vie normale, sans incident apparent. Mais l'évocation d'une ancienne vente aux enchères ouvrait une nouvelle perspective. Élise pourrait être liée à quelque chose qu'elle n'avait jamais révélé. Entre-temps, Marianne s'impliquait de plus en plus dans l'enquête, bien plus que la police ne le jugeait prudent. L'assistante épluchait d'anciens messages échangés avec Élise lorsqu'elle découvrit quelque chose qui la glaça d'effroi. Un enregistrement audio supprimé, mais récupéré automatiquement par le système de son téléphone. La voix d'Élise était basse, presque un murmure. « Si je ne me présente pas demain, fiez-vous uniquement à ce que j'ai laissé sur le dessin, pas à ce qu'ils disent. » Marianne a immédiatement remis le téléphone portable à la police, mais l'enregistrement était trop court, sans détails ni contexte. Cela n'a fait que renforcer le sentiment qu'Élise pressentait quelque chose. La jeune femme commença à se sentir coupable. Elle se souvenait de petits détails, la tension dans les épaules d'Élise, la précipitation avec laquelle elle avait fermé le studio, ses difficultés à dormir. Tout était là, mais Marianne ne prit conscience de la gravité de la situation que lorsqu'il fut trop tard. Parallèlement, la pression sur Antoine atteignait son paroxysme. Il commença à recevoir des lettres anonymes, certaines menaçantes, d'autres insinuant qu'il devait avouer bientôt. La direction de l'établissement où il travaillait lui conseilla de prendre un congé. Les médias s'accrochaient à l'affaire. Il s'enferma chez lui, arpentant la pièce, cherchant à comprendre ce qu'il avait laissé échapper et craignant de plus en plus que quelqu'un ne tente de l'incriminer. Le même jour, Delacour reçut le rapport concernant les symboles géométriques trouvés dans le carnet d'Élise. Il ne s'agissait pas de simples éléments décoratifs. Les techniciens identifièrent que certains étaient des variantes de marques utilisées pour cataloguer les objets disparus lors de ventes aux enchères privées, des codes discrets employés par les collectionneurs, les antiquaires et les intermédiaires pour consigner la provenance ou l'emplacement antérieur des objets. Et alors, la question que le détective avait tenté d'éviter devint inévitable. Que cherchait exactement Élise? Et pourquoi était-ce suffisamment important pour faire d'elle une cible? L'intrigue secondaire commença à se dessiner lorsque Delacour retourna à l'atelier et découvrit parmi du matériel de dessin une vieille enveloppe aux bords usés rangée dans un carton. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite d'une écriture ferme, signée par un certain Monsieur Carrière. Le nom de famille était le même que celui d'Élise, mais il ne figurait dans aucun registre familial consulté par la police. Le contenu de la lettre était encore plus inquiétant. Si un jour vous devez tout recommencer, l'objet sera en sécurité. Ne le cherchez pas, et surtout, ne laissez personne le trouver. Delacour ressentit un profond malaise. Cette lettre changea tout. Elle ne parlait pas d'une personne, mais d'un objet. Quelque chose de protégé, de caché, lié, d'une manière ou d'une autre, au symbole du carnet et à l'intérêt d'Élise pour cette collection particulière. En recoupant les dates, les lieux et les noms,
Le détective commença à remarquer des liens subtils, une vente aux enchères qui avait eu lieu 20 ans plus tôt, un objet non spécifié, un nom de famille qui apparaissait et disparaissait des archives, un antiquaire qui en possédait plus qu'il ne le laissait paraître, et une tatoueuse qui avait décidé de revenir sur un projet qu'elle avait juré de laisser derrière elle. Et à mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient, Delacour réalisa qu'il avait affaire à un réseau bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Un réseau où Élise n'était pas seulement une victime, mais quelqu'un qui détenait la clé d'un secret que certains préféreraient enfouir à jamais. Le 5e jour depuis la disparition d'Élise s'annonçait plus lourd que jamais. Les rues de Croix-Rousse, d'ordinaire si animées même par temps couvert, semblaient retenir leur souffle. On avait l'impression que chacun pressentait un changement imminent, et ils avaient raison. L'inspecteur Armand Delacour passa la matinée à examiner la lettre trouvée dans l'atelier, recoupant les informations avec les anciens dossiers du commissariat. Presque tous les documents relatifs au nom de famille, carrière, avant l'an 2000, semblaient incomplets. Chose étrange, des familles entières figuraient dans les documents, mais certains noms disparaissaient subitement. Il y avait des lacunes, des omissions et des pages manquantes, exactement comme dans le carnet d'Élise. Lorsque le soleil commença timidement à éclairer les fenêtres du bureau, Delacour remarqua une constante. Dans les archives les plus anciennes, il était fait mention à plusieurs reprises d'un homme identifié uniquement par les initiales MC, lié à la vente d'effets personnels lors d'une vente aux enchères privées qui s'était tenue à Bordeaux 23 ans auparavant. Son nom complet n'était jamais mentionné, mais les initiales correspondaient à Monsieur Carrière, figurant dans la lettre. C'est alors qu'un détail le frappa comme un coup de massue. Élise avait exactement 33 ans. La date de la vente aux enchères coïncidait avec la période où sa famille avait déménagé subitement à Grenoble, où elle avait vécu jusqu'à ses 18 ans. L'objet mentionné dans la lettre pourrait donc être lié à quelque chose de beaucoup plus profond. Une fugue familiale, un secret hérité, peut-être quelque chose qu'elle vient seulement de découvrir en revisitant le passé. Poussée par la possibilité qu'Élise soit impliquée volontairement, cherchant à résoudre quelque chose par elle-même, Delacour décida de revoir les enregistrements des caméras du studio. Mais cette fois-ci en recherchant non seulement Élise, mais aussi tout comportement inhabituel. Cela lui prit des heures, mais il finit par découvrir ce que personne n'avait remarqué auparavant, un homme encapuchonné, apparaissant dans 2 vidéos différentes datant de la veille de la disparition. Il n'entre dans aucun bâtiment, mais rôde autour du studio, gardant toujours ses distances. Lorsque la police a tenté d'améliorer l'image, elle n'a pu identifier qu'un seul détail. Un tatouage partiellement visible sur le poignet. Le symbole ressemblait trait pour trait aux lignes géométriques trouvées dans le carnet d'Élise. Ce fut le tournant. L'existence de cette silhouette a complètement bouleversé l'enquête. Antoine n'était plus seulement le principal suspect, il pouvait aussi être en danger. Marianne, apprenant la découverte, s'est immédiatement rendue au commissariat, sous le choc. Elle parlait souvent de clients qui lui demandaient des tatouages étranges, des symboles qu'elle ne comprenait pas. Elle a toujours pensé que ce n'était qu'une mode passagère, dit-elle en tremblant. Mais, et si quelqu'un utilisait ça pour lui envoyer des messages? Delacour prit note de cette remarque. Tout s'éclaira. Et si Élise reconnaissait le symbole, non comme une œuvre d'art, mais comme un code du passé? Et si cela la poussait à rechercher Lucien? Et si elle se rendait compte qu'on l'observait? Malgré cette nouvelle piste, une intuition persistait chez l'inspecteur. Lucien Morel, l'antiquaire, en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Son regard, à la fois révélateur et profondément dissimulé, trahissait quelque chose. Aussi, Delacour retourna-t-il à la boutique en fin d'après-midi, sans prévenir. Il trouva la porte entr'ouverte. La boutique était silencieuse, mais il y avait des signes qu'une personne y était passée récemment. De la poussière qui bougeait, une chaise déplacée et surtout le registre qu'Élise était en train de feuilleter était sur le comptoir, comme si quelqu'un l'avait laissé là, exprès. Delacour l'ouvrit. Les premières pages ne contenaient qu'une liste d'objets. Mais vers la fin, il y avait quelque chose d'intéressant.
un lot marqué du même symbole que celui du carnet d'Élise. Sauf que là, il ne s'agissait pas d'un objet mais d'un dossier. Lot 47, document personnel. Origine, famille, carrière. L'écriture était ancienne mais lisible. Il feuilleta les pages suivantes jusqu'à trouver une note manuscrite. Ne remettre au percepteur qu'après vérification par l'héritier. Ce mot lui donna la nausée. Un héritier. Des documents. Un collectionneur. Le mot héritier ne pouvait signifier qu'une chose. Le lot contenait quelque chose appartenant à la famille d'Élise. Quelque chose qui pourrait révéler ce que sa famille avait tenté de dissimuler. En quittant le magasin, Delacour découvrit quelque chose d'encore plus troublant. Une enveloppe sous le paillasson avec son nom écrit dessus au stylo. Il n'y avait aucun doute. Quelqu'un l'observait. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une seule photographie. Élise, prise de loin alors qu'elle quittait le studio quelques semaines auparavant. Au verso, une courte phrase. Elle n'aurait pas dû revenir. La main du détective tremblait. Non seulement à cause de la phrase, mais aussi parce qu'il reconnut immédiatement l'écriture. C'était la même que celle de la lettre trouvée dans la vieille enveloppe du studio. Delacour ressentait non seulement un sentiment de danger, mais d'imminence. Quelque chose allait se produire, ou était déjà en train de se produire. C'est à ce moment précis que tout a changé. Un appel urgent a été diffusé par radio. Ils vont trouver un deuxième indice. Un petit objet métallique, gravé du même symbole que le carnet, a été délibérément déposé sur le parapet d'un pont près de la Saône. Et, attachée à la base de l'objet, se trouvait une mèche de cheveux blonds d'Élise. À partir de ce moment, l'enquête cessa d'être une simple recherche. Elle devint une course désespérée contre quelqu'un qui semblait toujours avoir une longueur d'avance. Quelqu'un qui connaissait Élise aussi bien qu'elle craignait de le savoir. La nuit tombait sur Lyon, accompagnée d'une fine pluie qui obscurcissait davantage les ruelles de la Croix-Rousse. L'atmosphère semblait se liguer contre l'enquête. Tout était brumeux, glissant, tendu. L'inspecteur Delacour longeait rapidement les berges de la Saône, tenant un petit sac plastique contenant l'objet métallique trouvé sur le pont. La pièce portant le symbole mystérieux et une mèche de cheveux d'Élise. Le laboratoire l'avait confirmé quelques heures plus tôt. Les cheveux étaient bien les siens. Le cœur de Delacour se serra. La disparition suspecte se transformait en enlèvement avéré, et peut-être pire encore. Mais il savait aussi que l'objet n'avait pas été déposé là pour faire disparaître des preuves. Il avait été laissé là pour être trouvé. C'était un message direct, presque une provocation. Et le mot « provocation » était bien choisi. C'est précisément cette pensée qui le ramena chez l'antiquaire Lucien Morel. Il y avait quelque chose dans l'expression de cet homme, un mélange de nervosité et de résignation qui ne quittait pas l'esprit du détective. Quelque chose chez lui semblait déplacé. Quelque chose clochait. Il arriva à la boutique d'antiquités peu après 22 heures. La porte était fermée, mais une faible lumière filtrait à travers les interstices. Delacour frappa. Pas de réponse. Il frappa plus fort. Silence. Il a forcé la porte. Elle n'était pas verrouillée. Dès qu'il entra, il perçut une odeur métallique. Une odeur que tout chercheur aurait immédiatement reconnue, celle du sang. L'antiquaire gisait, la tête baissée, affalé derrière le comptoir, respirant bruyamment. Il n'était pas mort, mais à 2 doigts de l'être. Delacour se précipita vers lui. « Morel, qui a fait ça ?» cria-t-il en appuyant sur la plaie à son abdomen. Lucien leva la main, tremblante. Il porta la main à la poche intérieure de son manteau, comme pour remettre quelque chose. Le détective chercha et trouva une petite clé en bronze, gravée du même symbole. « Elle » murmura faiblement Lucien. « Elle l'a découvert trop tard. »« Qui a découvert quoi ?» insista Delacour. Mais l'antiquaire perdit connaissance. On appela une ambulance, et tandis que les ambulanciers l'emmenaient, le détective remarqua quelque chose qui le troubla profondément. Lucien ne semblait pas coupable. Il paraissait terrifié, comme s'il essayait de protéger Élise, et non de lui faire du mal. Lorsque la porte de l'ambulance se referma, Delacour resta seul sous la pluie, serrant la clé contre lui. La dernière pièce manquante à ce qui allait suivre. La révélation commence là où on s'y attend le moins. La clé portait une marque presque effacée.
47B. Le même lot que chez l'antiquaire. Le même numéro mentionné dans le livre. Delacour se précipita vers l'entrepôt où étaient conservés les objets de la vente aux enchères. Un vieil entrepôt bordelais qui gardait encore des archives physiques des décennies passées. Il est arrivé aux alentours de minuit. L'agent de sécurité a reconnu l'insigne de police et l'a laissé entrer sans poser de questions, mais l'a averti. Seule une partie des archives subsiste. Le reste a été donné ou détruit il y a des années. Le détective a continué son chemin dans l'étroit couloir jusqu'à ce qu'il trouve une porte métallique corrodée par le temps, marquée d'une peinture délavée. 47. La clé s'adaptait parfaitement. Dans la pièce, il y avait une simple boîte en bois, rien d'autre. Le silence était si profond que le bruit du loquet de la boîte semblait résonner contre les murs. À l'intérieur, Delacour a trouvé vieille photographie de la famille Carrière, correspondance échangée entre MC et des collectionneurs très particuliers, contrats obscurs concernant des œuvres d'art disparues, et au fond de la boîte, une enveloppe scellée portant le nom complet inscrit dessus, Élise Carrière. Les mains du détective étaient moites. Lorsqu'il ouvrit l'enveloppe, il y trouva un document officiel, jamais enregistré chez un notaire, mais manifestement authentique. Un rapport de disparition, déposé 23 ans plus tôt. La personne disparue, Marie Carrière, la sœur aînée d'Élise, officiellement décédée à l'âge de 10 ans. Mais la plainte disait autre chose. Marie n'était pas morte. Elle avait été enlevée à sa famille après avoir été vue avec les mêmes symboles étranges qui hantaient désormais Élise. L'enfant aurait été enlevé par un collectionneur obsédé par les lignées uniques. Lignées. Ce mot glaça le sang du détective. J'ai compris, quelqu'un suivait non pas Élise, mais la famille Carrière depuis des générations. C'est alors que l'impossible s'est produit. Un clic métallique retentit derrière lui. Delacour se retourna brusquement et dégaina son arme. Une silhouette était là, capuche, silencieuse, la même que celle qui apparaissait dans les images tournées en studio. L'étranger leva lentement les mains, comme pour montrer qu'il n'était pas armé. Puis, il leva le poignet, dévoilant le tatouage du symbole. Et puis il a dit « Vous êtes en retard, inspecteur. Elle a essayé de vous prévenir, mais vous ne l'avez pas remarqué. » « Où est Élise ?» rugit Delacour. La silhouette retira sa capuche. Ce n'était pas un homme, c'était une femme, jeune, pâle, avec les grands yeux de quelqu'un qui avait vécu en marge du monde. Le détective en resta bouche bée. Elle était le portrait craché d'Élise, à quelques années près. Même structure faciale, même regard profond, même tache de rousseur sur le nez. « Je m'appelle Marie, inspectrice », dit-elle d'une voix tremblante. Sa sœur, celle que tout le monde croyait morte. Le cœur de Delacour a failli s'arrêter. La révélation qui a tout bouleversé, l'improbable. « Je suis venu pour la protéger, » poursuivit Marie. « Mais vous êtes allé trop vite, et il est déjà avec elle. »« Qui ?» cria Delacour. Marie s'avança d'un calme inquiétant. « Le collectionneur, celui qui a détruit notre famille. » Celui qui n'a pas renoncé à récupérer ce qu'il estime lui appartenir. Celui à qui mon père a vendu notre lignée. Elle leva les yeux, le regard empli de douleur. Et maintenant, il a Élise. Le monde de Delacour s'est effondré. La course se jouait désormais contre un ennemi auquel personne n'avait pensé. Quelqu'un d'inattendu, hors de tout soupçon. Quelqu'un de réel. Quelqu'un de dangereux. Une personne qui a attendu des décennies pour récupérer ce qu'elle estimait lui revenir de droit. Et il n'avait pas l'intention de perdre cette fois-ci. La révélation de l'existence de Marie a complètement bouleversé le cours de l'enquête et la perception qu'avait Delacour de toute l'histoire. Il ne s'agissait plus seulement d'une disparition, mais d'une traque s'étendant sur des décennies, impliquant deux sœurs séparées de force, une famille brisée et un collectionneur dont l'obsession était trop profonde pour être pleinement comprise. Le souffle encore court, Delacour fixait Marie, essayant de réorganiser le flot d'informations. « Où l'a-t-il emmené ?» demanda-t-elle en essayant de garder une voix calme. Marie hésita. Ses yeux étaient emplis de culpabilité. « Je l'ai suivi pendant des années,
toujours dans l'ombre, toujours à essayer de réparer ce que je n'avais pas pu empêcher. Mais il n'agit jamais deux fois au même endroit. Il cherche à tromper, à semer la confusion. Il est prudent, trop prudent. Non, demanda Delacour. Qui est ce collecteur? Marie secoua la tête. Il n'utilise jamais son vrai nom. Dans les contrats, les registres et les documents anciens, il apparaît uniquement comme le conservateur. Il se considère comme celui qui préserve des pièces rares, des lignées rares, des personnes rares. Delacour sentit un frisson lui parcourir les os. Et vous pensez qu'Élise fait partie de ces personnages? Marie déglutit difficilement. Je sais qu'elle l'est. La chasse commence. Les heures qui suivirent furent frénétiques. La police mit rapidement en place une opération basée à Bordeaux et à Lyon, épluchant dossiers, caméras et rapports routiers. Marie participa à toutes les étapes, bien que l'inspecteur remarqua qu'elle évitait certaines réponses, comme si elle craignait ce qu'elle pourrait révéler. Le tournant s'est produit lorsqu'une caméra de péage a filmé un véhicule ancien et rare, appartenant à une petite collection privée confisquée des années auparavant, tous liés au même mystérieux collectionneur. La voiture avait emprunté une route menant à une ancienne propriété rurale isolée, aux abords de Limoges. La police s'est immédiatement mobilisée. Durant tout le voyage, Marie garda les yeux fixés sur la fenêtre. « Il va la maintenir en vie », dit-elle presque à voix basse. « Il a besoin d'elle entière, tout comme il avait besoin de moi. » Delacour la fixa du regard. « Mais vous avez réussi à vous échapper. Comment ?» Marie ne répondit pas. Elle serra les doigts, le silence trahissant un souvenir traumatisant qu'elle n'était pas prête à révéler. La propriété apparut à l'horizon juste avant l'aube. Un manoir abandonné, élégant jadis, désormais envahi par la végétation et plongé dans le silence. Tout autour semblait sans vie, comme si le temps avait renoncé à ce lieu. L'équipe a pris ses positions. Delacour et Marie furent les premiers à s'avancer. La porte d'entrée était entr'ouverte. À l'intérieur du manoir, l'intérieur était sombre et étouffant, meublé de meubles anciens recouverts de draps. Le bois craquait sous les pas du détective. Les murs étaient ornés de tableaux, de photographies et de documents encadrés, tous relatifs à la famille Carrière. C'était un musée macabre. Marie frissonna en voyant un tableau représentant le visage de sa mère. « Il a tout gardé », murmura-t-elle. « Chaque souvenir, chaque fragment. » Delacour continua d'avancer, guidé par une intuition qui se renforçait à chaque pas. Il sentait qu'Élise était là, et il avait raison. Au bout du couloir, ils entendirent un son étouffé, un sanglot contenu. Marie accourut la première. Ils ouvrirent une lourde porte en bois, et elle était là, Élise assise par terre, les poignets liés, mais consciente. Son visage était couvert de poussière, ses yeux grands ouverts, mêlant peur et soulagement à la vue de Marie. « Non !» murmura Élise, la voix brisée. « Ce n'est pas possible. » Marie s'est effondrée à genoux, les larmes ruisselant sur son visage. « Je ne t'ai jamais abandonné. J'ai essayé. J'ai essayé de revenir. » Élise ne comprenait pas. « Tu étais mort. » C'est ce qu'il voulait leur faire croire. Delacour courut pour la libérer. Mais avant qu'il ait pu terminer, une voix résonna derrière eux. « Je ne leur permettrai pas de toucher à quelque chose d'aussi précieux sans prendre toutes les précautions nécessaires. » Le détective se retourna. L'arme était déjà pointée. Et il était là, le collectionneur. Le collectionneur, le conservateur, un homme aux cheveux blancs parfaitement coiffés, vêtu de vêtements sur mesure, les mains gantées de fins gants. Son regard était froid, mais sans folie manifeste, seulement une conviction si inébranlable qu'elle en devenait monstrueuse. « Monsieur Delacour », salua-t-il d'un léger hochement de tête, « votre persévérance est admirable. Inconvénient, certes, mais admirable. » Marie s'avança. « Elle n'est pas à toi. » Ses yeux brillaient d'une lueur proche du mépris. « Tous deux le sont. Ils font partie d'une lignée que je préserve depuis bien avant ta naissance, quelque chose de rare, d'unique. Un héritage que tes familles ont dilapidé. » Il regardait Élise comme on contemple un chef-d'œuvre. « Tu t'es enfin réveillée, ma chère, tout comme ta sœur avant toi. » Élise frissonna. « Que voulez-vous de nous ?» » ?» » 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
Préservez ce qui a de la valeur d'un monde qui s'obstine à le détruire. Vous avez une sensibilité, une particularité génétique, un schéma neurologique, appelez ça comme vous voulez, quelque chose qui a été étudié, répertorié, quelque chose qui ne se manifeste que tous les 2 ou 3 générations dans la famille Carrière. Votre sœur en était la dernière manifestation. À présent, c'est votre tour. C'est alors que le dénouement improbable a commencé à se dessiner, non pas à cause de quelque chose que le collectionneur a dit, mais à cause de quelque chose que Marie a laissé échapper involontairement. Son regard, blâmé, douleur, la peur, non pas de la collectionneuse, mais d'elle-même. Delacour l'a compris avant tout le monde. « Marie, murmura-t-il, son horreur grandissant, tu savais où elle était, depuis le début. » Les yeux d'Élise s'écarquillèrent. « Quoi ?» Marie commença à se replier sur elle-même, comme si elle voulait se cacher de sa propre histoire. Le collectionneur afficha un large sourire. Enfin quelqu'un qui fait attention. La révélation finale, l'improbable Marie n'était pas qu'une simple victime. Marie servait d'intermédiaire. Elle n'avait jamais vraiment échappé à cette évasion. Elle avait été modelée, manipulée, convaincue qu'elle aidait sa lignée à survivre. Pendant des années, elle a agi en tant qu'observatrice, et parfois en tant que ravisseuse indirecte. C'est Marie qui avait retrouvé Élise la première. C'est Marie qui avait essayé de la prévenir, mais il était trop tard. C'est Marie qui avait laissé de faux indices pour induire la police en erreur, y compris la première lettre. Elle ne voulait pas blesser sa sœur. Mais elle était aussi incapable de s'opposer à l'homme qu'il avait créé par la force. Elle était un chaînon brisé entre 2 mondes, et elle ne savait plus qui elle était sans son influence. Élise était sous le choc. « Vous m'avez livré à lui ?» Les larmes de Marie tombaient comme la pluie. « Je ne voulais pas, Élise. J'ai essayé de te prévenir, mais il savait toujours où tu étais. Toujours. Il m'a retrouvé. Il s'est servi de moi. Je n'étais jamais libre. La vérité a brisé l'âme d'Élise et a anéanti le plan du collectionneur. Les tensions ont explosé. Dans un geste désespéré, Marie se jeta sur l'homme qui l'avait emprisonné toute sa vie. Delacour profita de l'inattention du percepteur et s'avança, désarmant le collectionneur d'un coup précis. L'homme s'écroula, menotté, tandis qu'il luttait vainement pour conserver le contrôle de son empire clandestin. Marie sanglotait sur le sol. Bien qu'elle fût faible, Élise la serra dans ses bras. « Tu n'es pas lui, tu ne l'as jamais été. Tu n'es pas responsable des monstres qui ont marqué ton enfance. » Marie pleurait comme un enfant perdu. Que s'est-il passé ensuite? Le collecteur a été arrêté. La famille Carrière possède un dossier complet, enfin révélé. La France a été choquée par l'ampleur du réseau de manipulation du conservateur. Mais rien de tout cela n'a surpassé l'événement le plus improbable. Élise a accueilli Marie, pas en tant que complice, non pas comme une menace, mais en tant que sœur, perdue, torturée, brisée et finalement libérée. La disparition d'Élise a révélé bien plus qu'un seul coupable. Elle révélait une lignée marquée par les secrets, une famille détruite par les obsessions, et 2 sœurs séparées par le destin, mais réunies par le courage d'affronter le passé. Et finalement, celui qu'on soupçonnait le moins n'était pas le méchant, c'était le salut. Le salut face à celui que tous croyaient être l'ombre. Mais au final, elle était simplement quelqu'un qui avait besoin d'être considéré